soir, nous allons vraiment parler paranormal. J'avais l'intention de faire autre chose, sauf que je n'ai pas terminé mes recherches. Donc ce sera pour une autre fois, parce qu'il faut que je vous fasse pour ce sujet-là une petite vidéo, etc. Et j'ai été prise de court. Donc elle n'est pas faite. Donc on fera ça une prochaine fois. Comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais revenir sur l'histoire de l'exorciste, qui est une histoire vraie de base, et aussi d'un château. Elles viennent sur mon balcon, j'ai mis des cœurs de tournesol dans les jardiniers. Ah oui, quoi, t'as pas fini ton travail? C'est un scandale, donne-moi ton carnet de correspondance que j'y mettais un mot. Oui, madame. Mais de toute façon, ils n'ont pas besoin de m'envoyer des messages parce que ils font charivari avec mes lumières, avec un peu tout. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir, c'est assez illuminé derrière moi, mais c'est voulu. Parce que vous voyez, la potion qui est là, derrière moi, qui est mise sur un socle lumineux, j'ai la main ici sur mon bureau. C'est un interrupteur, mais vous savez, un interrupteur, il faut clipser dessus. Donc appuyer et puis relâcher. Recoucou Nancy. Et en fait, cet interrupteur, ils arrivent à l'allumer et à l'éteindre. Donc je me suis dit, autant qu'à faire, je vais l'allumer. J'ai allumé une bougie là au-dessus, vous ne la voyez pas, mais elle est tout en haut. Et là, j'ai allumé quelques lampes, voir si ça va interagir ou pas. C'est un travail de transition que j'ai, histoire de trouver un vrai travail. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. J'avais pas bien suivi. Non, chez toi, ils se manifestent pas par les animaux, non. Non. Ils sont bien présents en vrai. Donc, ce que je vous disais, c'est que ce soir, on va parler de l'exorciste et du château de Ouska. J'avais déjà préparé ça il y a déjà un moment. Et puis j'avais un autre truc que j'avais préparé concernant Monsieur Harry Price, on en avait déjà parlé. Mais je pense pas que c'est très long, donc ils m'ont caché mes épingles aujourd'hui, ils sont infernaux les amis, c'est ça. Non, ce qu'ils font, c'est qu'ils allument, tu sais, la lampe que tu as offert à Oli pour les fêtes de Noël, là, qui, ben, j'ai la même ici que j'avais offert à Oli, qui m'a mis ici dans mon bureau avec le gaming. Eh bien, il s'amuse avec la lampe là. Puis il y a une boîte qui était tombée dans le cendrier. Elle a bougé toute seule alors qu'elle était dans le cendrier. Enfin, il y a des trucs vraiment zarbi, mais ici dans le bureau, c'est les lampes. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que deux nuits d'affilée, alors qu'Olivier dormait, la première fois, ben, c'est Hardy qui est venu tout près de lui et qui n'arrêtait pas de pleurer, donc il n'a pas compris pourquoi. Et oui, ça c'est habituel, hein. Je retrouve plus mes bâtons de sauge, par exemple. J'ai acheté une boîte de bâtons de sauge. Hier, j'ai utilisé, non hier, avant-hier, non hier, j'ai utilisé le restant de mon bâton de sauge. Euh, donc Hardy a fait ça. Et le lendemain, donc la nuit qui a suivi, chaque fois qu'il s'endormait, Chachou lui sautait dessus et l'empêchait de dormir. Et sur le matin, bah, après 9h, 9h30, voire 10h, là, il le laisse dormir. Donc, potentiellement, j'ai pensé qu'il y avait peut-être quelque chose qui leur faisait peur euh, quand on dormait. Donc, voilà. Je passe mes journées à chercher mes stylos billes. Faut les pendre à ton cou, Nancy. Dans le temps, c'est ça. Tu sais, les cordes avec les bics et ting, tu refermais et il était sur toi. Faudrait que je t'en trouve un. Un pour toi et un pour ta maman.
Je vais mettre un tablier avec 20 poches. Oui, c'est ça. Non, mais ils sont. Donc du coup, hier, j'ai fait un nettoyage d'énergie parce que je pense qu'il y avait besoin de calmer ça pour les animaux, hein, surtout. Histoire d'avoir tout sous la main. Tu veux mon sac à multipoche? Tu le mets autour de ta taille et hop, hop, hop. Ah là là, je vous jure. Donc, la première histoire dont on va discuter ici, vous devez sûrement la connaître pour certains d'entre vous. Tout le monde a déjà vu ou entendu parler du film de L'Exorciste. Ce film est tiré d'une histoire vraie, même si au niveau du film, ça a été tiré bien évidemment en longueur et en effets spéciaux, hein, clairement. Mais cette histoire-là a réellement existé. Ce film, il a été réalisé en 1973 et beaucoup de personnes ne savent pas que cette histoire est vraiment tirée d'une histoire vraie. J'ai même pas eu le temps de dire ouf que mon bot avait déjà dégainé. Euh, C'était tiré d'une histoire vraie et c'est celle de Roland Doué. Je pense que ça se dit comme ça, D-O-E, Doué. Euh, C'était un garçon, contrairement à dans l'histoire, c'est une fille. Et c'est en 1949, alors qu'il n'était qu'un simple étudiant. Qu'est-ce qu'il y a, Jim? Il rêve. Que William Peter Blatty va découvrir par hasard un article dans le Washington Post qui va relater l'histoire d'un jeune garçon de 14 ans. Ce jeune garçon est surnommé Roland Doué par l'Église catholique qui avait été, ils vont dire qu'il a été possédé par un démon avant d'être exorcisé. Fasciné par cette histoire, il va écrire un sujet et en 1971, il sort un roman qui s'appelle L'Exorciste. À cette époque-là, eh bien, il était surtout connu en tant que journaliste, mais son livre va se vendre à plus de 13 millions d'exemplaires uniquement aux États-Unis parce qu'il est sorti en anglais. En 1991, l'écrivain Thomas B. Allen va s'intéresser, lui, aussi à cette affaire et va reprendre tous les éléments du drame qui se sont passés à travers les articles, les documents, les témoignages, tout ce qui pouvait se rapporter à cette histoire-là. Et il va écrire un livre sur ce sujet qui s'appellera Le Possédé. Et ça, le possédé, et ça, c'est la véritable histoire d'un exorciste dans lequel il va rebaptiser le jeune garçon sous le nom de Robbie Manheim. Et la plupart des informations proviennent, elles, de l'histoire de Raymond Bishop, l'un des prêtres qui avait assisté justement à l'exorcisme et du pasteur, le prêtre qui s'occupait de la famille. Donc il y avait le prêtre et l'exorciste. Attends, j'ai tout mes pieds dans mon tapis. Donc en 1978, Robbie est un jeune garçon de 13 ans. C'est un enfant unique d'une famille ouvrière, hein, sans histoire. Il est décrit par ses connaissances comme un enfant réservé, un enfant calme, pas populaire, mais il était studieux au niveau de l'école.
Et il habitait avec ses parents et sa grand-mère dans une petite ville, dans une petite maison plutôt, dans une petite ville dans le Maryland. Et il était très proche d'une de ses tantes. Sa tante s'appelait Harriet et elle vivait à Saint-Louis. Mais elle venait leur rendre visite régulièrement. Cette dernière n'était autre qu'une médium et elle se servait pour ses séances de spiritisme d'une planche de Ouija qui fascinait le jeune garçon. Au cours de l'été, eh bien, ce qui va se passer, c'est que Robbie va demander à sa tante de lui apprendre à s'en servir et cette dernière va accepter de l'initier au spiritisme. Mais peu de temps après, elle va succomber à une terrible maladie et le jeune garçon va être extrêmement affecté par cette histoire. Et après la disparition de sa tante, eh bien, il va commencer à changer. Parfois, il va se montrer, pardon, excusez-moi, renfermé. Il s'enfermait dans sa chambre, essayant probablement de contacter sa tante à travers la planche de Ouija. Et c'est là que des manifestations étranges vont commencer après justement la disparition de sa tante. Ce qui est étrange, c'est qu'encore une fois, dans cette histoire-là, on met ça en compte sur la planche de Ouija. Alors que du temps de sa tante, ils ont fait des séances et que tout se passait normalement. Il va y avoir des bruits qui semblaient résonner dans les murs, des sortes de grattements, et les parents de Bobby pensent que la maison était juste envahie par des rongeurs, des souris, des rats, et ils vont donc faire appel à une société de dératisation qui va venir, mais les spécialistes ne vont rien trouver. Ils n'ont aucune trace de nuisible, pas de rats, pas de souris, rien du tout. Donc les histoires étranges, les bruits étranges qu'ils entendent restent des bruits inexpliqués. Puis toute la maison va sembler sombrer dans un genre de folie parce que il y a des coups sourds qui s'élèvent dans la maison. Euh, donc c'est surtout dans les pièces qui sont vides, donc quand il n'y a personne. Il y a des objets qui se déplacent tout seuls. Ça, on peut le dire, hein, chacun d'entre nous qui est dans l'observation voit des objets disparaître. Il y a les lustres qui vont se balancer et l'image du Christ cognait inlassablement contre le mur parce que il le frappait contre le mur. Comme Harriet était partie peu de temps auparavant, eh bien, les parents vont s'imaginer que, en fait, c'est la tante qui essaye de communiquer avec eux de l'au-delà. Mais bientôt, les manifestations vont être de plus en plus violentes et ils vont donc oublier cette idée. Chaque nuit, les bruits semblaient se faire de plus en plus intenses, la maison résonnait parce qu'il y avait un vacarme inconcevable dans la maison. On aurait dit qu'il y avait des soldats qui marchaient au pas. Et la chambre de Robbie semblait extrêmement affectée par les phénomènes qu'il y a dans cette maison. Le lit vibrait, agité comme par des vibrations. Il y avait des objets qui volaient à travers sa chambre. Et il y a une fiole d'eau bénite placée sur la table de chevet qui s'est fracassée au sol. Puis, après, les manifestations vont s'étendre dans toutes les pièces. Et là, les meubles, les commodes, les tables de nuit, les tables, etc. Tout semble s'animer. Tout semble s'animer. Et, et d'un seul coup, ça s'arrête.
un petit aparté, j'en parlerai sûrement un jour, mais ici en Belgique, d'ailleurs c'est Nancy qui m'a rafraîchi la mémoire avec cette histoire parce qu'elle m'avait envoyé la vidéo. Il y a eu une famille qui vivait dans une maison qui a vécu ce même style de choses où tous les meubles se fracassaient, il y avait des bruits inexpliqués, c'était une cacophonie incroyable et la police est venue et la gendarmerie a été témoin de faits paranormaux. Une fois que la famille a eu déménagé, il n'y a plus rien eu, apparemment. Mais il y a eu des médiums qui ont été, il y a eu des enquêteurs du paranormal qui ont été dans cette maison. Et au jour d'aujourd'hui, normalement, elle a été abattue si mes souvenirs sont bons. Il y a deux sons de cloche à ce niveau-là. Il y en a qui disent que la maison était abattue, il y en a qui disent que la maison était relouée. Donc je ne sais pas exactement, jamais été voir, c'est du côté de Tournai, donc c'est pas très loin. Et je me rappelle très bien de cette histoire. Donc, quelque part, des faits comme ça qui se passent dans les maisons, ça peut être aussi... Après, eux, ils ont fait un exorcisme, hein, et on va rester là-dessus, on va y passer après. Mais parfois, les personnes qui sont mal, on en a déjà parlé, peuvent créer des égrégores. Et les égrégores peuvent être beaucoup plus virulents. Justement, s'ils sont chargés de négativité, etc. Donc voilà. Un jour, le père d'un ami de Robbie est venu donc visiter la famille et il va voir le jeune homme se faire brutalement éjecter d'une chaise et être projeté plusieurs mètres plus loin. Donc, quand va tomber la nuit, eh bien, il faut savoir aussi que les comportements de Robbie changeaient. Il devenait étrange, il était inquiétant, il avait des marques, des ecchymoses et des traces de coups qui apparaissaient sur son corps et personne ne pouvait expliquer ce qui se passait. Ils sont terrifiés et ils vont donc demander de l'aide à un pasteur luthérien. Et selon un rapport établi par le pasteur, le garçon va être examiné par divers médecins et psychiatres qui ne vont pas trouver d'explication à ce qui se passe et aux différents phénomènes dont il était victime. Donc le prêtre qui restait sceptique quant à l'histoire des parents de Robbie, il va demander d'héberger le jeune garçon pour une nuit afin de voir si les phénomènes vont se passer et de les constater par lui-même. Donc le pasteur va entretenir des liens avec un parapsychologue et il va lui écrire une lettre en décrivant l'expérience qu'il a vécue, justement. Il lui expliquait ceci. La nuit du 17 au 18 février, j'ai pris l'enfant avec moi pour la nuit pour constater de moi-même les phénomènes en question. L'enfant s'endormit dans un fauteuil qui, peu de temps après, se mit à glisser seul sur le plancher de la pièce. Je mis alors l'enfant sur le lit, qui lui aussi se mit à vibrer. Le matelas fut jeté par terre et glissa latéralement sous le lit. Dans une interview qu'il accorde au Washington Post le 10 août 1949, eh bien, le prêtre va expliquer que lorsque le garçon s'était endormi dans le lit placé près du sien, il avait entendu le meuble vibrer et des bruits de grattement qui se faisaient dans les murs. Un peu plus tard dans la nuit, il dit qu'il est témoin de phénomènes étranges. Le fauteuil dans lequel le garçon était assis s'est incliné seul et les couvertures sur lesquelles il s'était assoupi avaient inexplicablement glissé autour de la salle. Il avait alors décidé d'appeler un médecin
qui avait prescrit un barbiturique à toute la famille. Donc, il y avait un médicament, ils avaient remis un médicament pour que toute la famille le prenne. Donc, pas que le jeune garçon, mais les parents aussi. Mais le pasteur, lui, il est convaincu que le gamin, il est possédé et il va donc décider de pratiquer un exorcisme et il va suivre des rites de l'église anglicane et là, pas de résultat. Puis, comme les phénomènes vont se succéder, de plus en plus violents, de plus en plus effrayants, le pasteur va conseiller aux parents de se tourner vers l'Église catholique et il va les mettre en contact avec le père Albert Hugues et, et donc ils vont se rencontrer, ils vont aller visiter l'église Saint-James et quand le garçon va pénétrer dans le bureau du prêtre, ce dernier va remarquer qu'il a un regard sombre et le regard vide. L'enfant va jeter ensuite un regard hostile au livre de prière que le pasteur que le père avait déposé sur sa table. Et de là, il va en déduire tout simplement qu'il est possédé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment léger pour trouver que le fait qu'il regarde les livres de prière de travers, que directement on va dire ah mais oui mais va des rétro satanas, voilà. Les personnes affectées donc souffraient de profonde aversion de tout ce qui est sacré, c'est-à-dire tout ce qui est écriture, tout ce qui est crucifix, euh, statues, icônes, médailles, etc. Et Robbie venait tout juste de démontrer son hostilité à leur égard. Mais au même moment, la chaise du prêtre va se soulever littéralement avec lui qui est assis dessus et elle va foncer contre le mur juste derrière lui. Donc le prêtre, lui, qui savait maintenant qu'il avait il avait affaire à quelque chose de surnaturel, quelque chose de pas normal. Il va tenter donc de regarder dans les yeux du garçon et il va lui demander en latin quel est ton nom. Et alors, calmement, le garçon va répondre je suis Légion. Ça va vous rappeler quelque chose. Donc, le père, lui, qui était un jeune prêtre, il était peu familier avec les rites exorcistes et le jeune garçon était même le premier cas qu'il rencontrait. Donc, en 1949, Robbie va être admis à l'hôpital de Washington qui était dirigé par des frères jésuites auxquels le père Hugues avait demandé de superviser les rituels d'exorcisme. L'adolescent se montrait déjà très violent et instable. Il s'agitait, il tournait, il crachait, il criait. Il était tellement agressif que même les infirmières, elles devaient l'attacher pour pouvoir le contrôler. Le père, lui, va réciter des prières d'exorcisme durant 3 nuits consécutives et cela sans résultat. Et en fait, le garçon devenait de plus en plus violent. Plus on faisait des séances, pire c'était. Il criait, il insultait le prêtre, il tentait de briser les liens. Et un soir, à force de tirer sur les lanières, il va réussir à se libérer une main. Il va la glisser sous son lit et il va arracher un ressort de matelas et il va s'en servir comme étant une arme et il va lacérer le bras du père en lui infligeant une terrible entaille qui allait de l'intérieur de son poignet au recoin de son coude et la blessure du prêtre était très sérieuse. Il va nécessiter de nombreux points de suture et il va être obligé d'abandonner donc l'exorcisme et l'enfant
va retourner tout simplement chez lui. C'est même un truc de fou parce que comment un prêtre qui va être blessé va décider, alors qu'il est dans un hôpital pour jésuites, comment un prêtre peut décider humainement de renvoyer un enfant comme ça chez lui sans... Il voit que les prières ne servent à rien, tout ce que ça fait, ça le rend plus violent. Mais bon. Est-ce que vous êtes toujours là? Parce que je ne vous vois plus commenter. Est-ce que vous êtes vivant? Ou est-ce que vous êtes pris par un démon? Oui. J'ai eu peur un moment, je me suis dit, il n'y a plus personne qui parle. D'habitude, vous racontez plein de conneries dans le chat. Et là, je me dis, ils sont bien attentifs, c'est pas logique. Qu'est-ce que vous me cachez comme bêtise? Qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise? Je vous ai à l'œil. Audrey, oui, elle est sage avec sa tranche de cake et son lait chaud. Je suis juste en train de marcher sur le plafond, tout va bien. Nickel alors, Caro. Moi, c'est le cake, il avait un goût bizarre. Nous vivons. Je me suis pas endormie. Ah ouf, vous êtes toujours là. Ma pauvre Audrey, elle prend une tranche de cake pour elle se faire une douceur et résultat de tout, il est bizarre. Mais tu sais, ah oui, mais toi t'es pas dans le Discord. Parce que normalement, dans le Discord, j'ai mis plein de recettes. Et je pense que dans le Discord, tu devrais trouver une recette de cake. Je dois en avoir mis. Pour faire des cakes maison. Je suis dans l'ancien Discord. Il est fermé, l'ancien Discord. Il est fermé. Il faut que tu rejoignes le nouveau. Point d'exclamation Discord dans le chat et tu suis le lien et tu rejoins le Discord. C'est le nouveau. Merci Stella et Caro. Merci Stella, Caro et Véro. Parce que en fait, il y avait eu un problème au niveau des modérations, etc. Et je ne sais pas ce qui s'était passé. Mais c'était Stella qui avait le Discord déjà. Euh, enfin, qui était devenue la créatrice du Discord. Donc quand je voulais faire certains changements, je ne pouvais pas les faire. Si je devais bannir des personnes, je ne pouvais pas les bannir. Enfin, il y avait plein de problèmes de ce côté-là. Toujours en décalage, là, Véro. Mais non, Véro. Et du coup, il y avait d'autres problèmes aussi avec le Discord, avec les notifs. Enfin, il y avait des trucs qui fonctionnaient plus comme il faut. À mon avis, il était cassé. Donc, du coup, j'avais discuté avec Angel et on en a recréé un. Donc, n'hésite pas à venir le rejoindre. Il ressemble, pour ainsi dire, quasiment à l'ancien, sauf qu'il n'y a plus les articles de blog parce que j'ai créé un blog. Donc, il y a juste le lien du blog pour aller lire. Vous n'êtes même pas obligé d'être affilié au blog, hein. Vous pouvez lire tous les articles sans être affilié au blog. Et ainsi, il est moins surchargé. Enfin, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai mis ma trombine dans le Didi. Ah ben non, j'ai pas vu. T'as mis ça où dans les présentations? Ah ouais. Ah voilà. C'est très bien. Bravo Véro. C'est très bien. Voilà. Oui, c'est là que tu l'as mis. Ouais, je crois. Donc, pour ce qui en est de cette histoire, ce qui va se passer, c'est que ben, les parents, eux, ils vivaient dans un état de peur constante. Ah, bienvenue à toi, Audrey, re-bienvenue à toi sur le Discord. Ah ben, tu verras, il y a un truc qui fait marquer recette. Et là-dedans, j'ai mis une flopée de recettes. Ah, tu vas trouver toutes sortes, hein.
toutes sortes, toutes sortes. Mais je vous invite à tester les trucs qui vous plaisent. Il faut remonter au-dessus, hein. J'en ai déjà mis tellement des tartes, des gâteaux, des recettes de toutes sortes, hein. Même des recettes que moi j'ai faites, que j'ai mis. Ici, Fanny, j'ai vu qu'elle avait fait la tarte, elle l'a mise. N'hésitez pas à partager, même vous, hein, si vous avez des recettes, n'hésitez pas à les partager, hein. C'est bien de partager les recettes de l'un et de l'autre, quoi. C'est cool. Donc voilà. Donc les parents du jeune garçon, ils vivaient dans un état, bien évidemment, de peur constante, hein. C'était pas bon. Ils avaient peur pour sa santé. Et ce qui était en train de se passer, c'est que le corps du garçon était recouvert d'égratignures, d'ecchymoses, de contusions, de coupures inexpliquées. Euh, et une nuit, la mère va distinguer les mots Saint-Louis inscrits sur la poitrine de son fils. Ben, il faut aller voir, Jo. Et elle va voir ça comme étant un message. Et ils vont partir alors dans la ville de Saint-Louis, la ville où habitait la tante Harriet. Et il y avait des parents donc dans cette ville et donc ils vont s'installer chez eux. Ils vont expliquer qu'ils déménagent dans l'espoir de trouver un traitement pour aider leur fils Robbie. Mais ce qui va se passer, c'est que les médecins de Saint-Louis ne vont être d'aucune aide. Et ils vont donc être désespérés et ils vont se tourner à nouveau vers l'église. L'un des cousins de Robbie raconte toute l'histoire au révérend Raymond Bishop, qui était son professeur d'université, et le prêtre va lui conseiller de s'adresser au père William, le doyen du diocèse de Saint-Louis, un homme qui avait passé du temps au sein de l'armée américaine et qui était réputé comme étant intelligent, attentif et peu influençable. Donc les deux prêtres vont se rendre chez l'enfant. C'est encore mon tapis. Et ils vont y aller à plusieurs reprises. Et ils vont bien évidemment constater sa profonde aversion pour les choses qui sont sacrées. Quand ils sont présents, le lit se met à trembler, il y a des objets qui volent dans les airs. Robbie parlait d'une voix assez bizarre qui ne ressemble plus à la sienne. Et pendant que le garçon était victime d'une possession, le prêtre va demander alors à son évêque la permission de pratiquer l'exorcisme et ce dernier va y consentir à condition qu'il tienne un journal détaillé de tous les événements. Donc il fallait tout retranscrire. Le père qui connaissait l'histoire de Monsieur Hugues, donc du doyen, du père Hugues, et la façon dont il avait été blessé, va donc décider d'aborder la situation avec douceur. Et comme il était quand même encore à ce moment-là douteux par rapport euh, à sa façon d'agir, à ses capacités de réussir, euh, il n'était pas sûr de réussir et de parvenir à accomplir le rituel avec succès. Donc du coup, il va demander de l'aide à des autres prêtres. Et il y a le père Walter à Lorraine qui allait lui apporter un soutien vraiment sans faille. C'est bon, K.O., t'as fini les peintures de plafond. Descends maintenant, ça suffit de jouer. Oui, hein. Robbie manifesta immédiatement une sorte d'agressivité assez intense au niveau des membres du clergé.
il va cracher sur eux, il va les menacer, il va les ordonner de quitter la pièce. Mais parfois, quand il n'en pouvait plus, eh bien, les prêtres maintenaient un oreiller sur son visage pour l'empêcher de jurer. Mais je ne peux jamais m'amuser ici. Malgré cette hostilité, eh bien, le père et ses compagnons ne se laissent pas décourager et tous les soirs, durant 3 semaines, ils vont réciter des prières d'exorcisme. La plupart du temps, ils se voyaient donc dans l'obligation d'attacher le jeune garçon qui se montrait extrêmement violent. Ça pouvait aller jusqu'à blesser les hommes hein, qui se trouvaient là, et pourtant il était très jeune. Et une nuit, l'un des prêtres qui assistait au rituel va même avoir le nez cassé. C'est dangereux de jouer au plafond. Trouve un autre jeu. Arrête de jouer avec les lampes, Caro. Caro l'araignée. Il est donc ingérable et les parents n'en peuvent plus. Le prêtre va donc décider de le faire interner. On va jouer sur l'autoroute. Et ils vont l'interner dans un hôpital pour adolescents à Saint-Alexius. C'était géré par un ancien ordre de moines catholiques. Mais je suis bien au plafond, il fait chaud là-haut. Ah, ça c'est vrai qu'il fait plus chaud toujours en bas en haut qu'en bas. Robbie donc va être installé dans une pièce isolée où personne ne pouvait l'entendre crier lors de ses crises et où les ecclésiastiques, j'arrive à le dire, j'étais coincée, pouvaient opérer donc en toute tranquillité sans se soucier justement des gens qui passent. Sa chambre ressemblait à celle d'un hôpital psy. Les fenêtres étaient scellées, la porte s'ouvrait uniquement de l'extérieur et tous les objets de la pièce avaient été examinés et jugés inoffensifs. Mais lâche le lustre, Spider Caro. C'était là. Hmm. Hmm. Spider Caro, elle peut marcher au plafond. Hmm. D'ailleurs, j'ai croisé Spider Cochon. Ah, je vous jure. Au fur et à mesure que les jours vont passer, ce qui va se passer, c'est que la santé du père Boderne va décliner. Et bah, les autres, ils vont quand même avoir mal au cœur pour lui. Et il faut savoir quand même qu'il arrivait là en début de matinée, il passait la grande partie de la journée à diriger toute la paroisse, il passait la plus grande partie donc à faire ça. Et puis après, il se consacrait aux exorcismes. Eh bien, les choses ne se passaient pas vraiment comme il l'avait espéré. Il était complètement épuisé, aussi bien physiquement que moralement, que mentalement, etc. Le cochon pendu. En fait, tu fais comme les chats, tu t'accroches au lustre, mais tu fais comment pour descendre après? Bah, après, elle se tient avec les mains et elle lâche les jambes, hein, et hop, ça descend. Et eh bien, les prêtres, ils vont continuer à assumer les tâches qui les incombaient. Ils prenaient part à toutes sortes de missions. Et rien ne va avancer, rien ne va changer. Ils vont décider de baptiser l'enfant afin de renforcer sa résistance à travers les sacrements. Mais rien ne marche. Il n'est pas libéré, rien du tout.
Ils vont essayer de le forcer à communier et il va avoir un lourd combat avec les personnes qui veulent le faire communier. Donc rien ne fonctionne. Ils vont décréter que les démons semblaient même avoir gagné en puissance. Quelques jours plus tard, Robbie était déchaîné. Il se montrait encore plus violent et plus haineux que jamais. Et puis un jour, la première fois depuis bien des jours, il va déclarer d'une voix ferme: Je suis Satan, Satan, je suis Saint-Michel, je vous ordonne, Satan et les autres esprits mauvais, de quitter ce corps maintenant. Donc, tout est mélangé. Au moment où il va prononcer cette phrase, alors, eh bien, les mots mal et enfer, ainsi que diverses marques, vont apparaître sur le corps du garçon. C'est étrange, hein. C'est vraiment étrange. Et après l'intervention de ce que l'on pense à être l'archange Saint-Michel, Robbie fut retourné à la messe. Il semble enfin être un peu apaisé et quelques jours plus tard, sa famille va le ramener à la maison et ils vont reprendre leur vie ancienne. Robbie, qui est aujourd'hui marié, père et grand-père, n'a aucun souvenir de ces événements. Ce qui est un phénomène fréquent chez les personnes victimes de possession. Ce qui est vraiment étrange dans ce cas de figure, c'est le Vaderetro Diablo, Vaderetro Satanas, ouais. Mais ce qui est étrange, tu vois, c'est que il crie 2 fois Satan, puis il crie une fois Saint-Michel, et Saint-Michel ordonne Satan de partir, et après ça s'arrête comme ça. Et ça, c'est vraiment étrange parce que comment une chose a pu se produire après aussi longtemps, alors que ben, ça faisait maintes et maintes fois que les prêtres essayaient de l'aider. Après, vous savez, malheureusement, avec certaines maladies psychiatriques, le corps est capable de faire des choses qui sont insensées, hein. Ils n'ont rien trouvé, mais dans ces années-là, je pense peut-être qu'ils n'étaient pas au point. Après, au niveau des maladies psychiatriques, même encore au jour d'aujourd'hui, ils sont même pas encore au point. Où ils sont très au point à ce niveau-là, c'est au Canada, ça je sais. Mais ailleurs, c'est pas encore ça. Donc, est-ce que le gamin n'a pas vécu le décès très mal et après, chacun de leurs raids, il était encore plus violent. Oui, c'est ça. Après, Véro, il faut savoir que c'est peut-être pas lié à ça, hein. Peut-être que c'est lié à un problème psychiatrique, hein. Il a vraiment zéro souvenir. Alors, il faut savoir que les personnes qui ont des problèmes psy peuvent aussi oublier ce qu'ils ont fait quand ils n'étaient pas eux-mêmes. Justement. Donc ce n'est pas vraiment prouvé à 100% qu'il a été possédé par un démon. C'est juste des ouï-dire qu'on a dit parce que il utilisait une planche de Ouija et on a décrété qu'il était pris par des démons. Mais qui a dit que après un choc traumatisant, qui était le décès de sa tante, ce n'était pas autre chose. Apparemment, ils n'étaient pas encore très évolués au niveau des maladies à ce temps-là et ils n'ont rien trouvé. Mais comment vous pouvez trouver quelque chose vu que c'est établi? À partir du moment où tout le monde est persuadé qu'il y a eu influence. Attendez, il faut que j'éteigne mon chauffage parce que j'ai trop chaud.
Voilà. À partir du moment où directement on pense que c'est à cause de la planche de Ouija qu'il a fait du spiritisme, que c'est peut-être l'esprit de sa tante. On ne sait pas non plus comment vivait la famille par rapport à ça. Euh, Est-ce qu'il n'avait pas des capacités et que aussi il a été connecté avec des choses qui le dépassaient et que ça s'est dégradé par rapport à son état? Je vous rappelle quand même que les personnes qui sont médiums et qui sont ouverts au monde de l'invisible peuvent être prises par une entité et vivent des phénomènes de hantise, hein, ça c'est déjà vu. La voix peut changer, le visage en cas de superposition, vous pouvez changer, vous pouvez avoir un visage qui est déformé par rapport à l'entité qui vous superpose, et puis vous avez les médiums à incorporation, hein. Donc, allez savoir, peut-être qu'il avait des capacités aussi, on ne sait vraiment pas ce qui a pu se passer, mais de là à dire que directement c'était lié à un démon, c'est quand même incroyable que plein d'exorcismes n'ont pas réussi, plein d'essais à ce niveau-là n'ont pas réussi, et puis que d'un seul coup, il y ait ces simples phrases comme étant Saint-Michel qui fait partir Satan, quoi. Voilà, c'est étrange. Parce que il y a aussi, vous pouvez vous pencher sur Alice Mitchell. Euh, Elle, il y avait quand même, elle en a pas survécu déjà, c'est déjà une chose qui est assez spéciale parce qu'en général, les personnes qui se font exorciser, elles ne survivent pas. Mais là, dans le cas de figure, il y a eu plein de différents procédés et tout ce qui a été essayé ne fonctionnait pas jusqu'à l'intervention de l'archange Saint-Michel. Donc je trouve ça étrange. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, ben, dans le film, c'est tiré en longueur et en hauteur et en largeur, hein, tout ce que vous pouvez rêver, hein. Les effets spéciaux, ils sont mis de façon à faire peur, entre guillemets, aux gens, hein. C'est comme ça, et c'est pas lié à une planche de Ouija, c'est lié à une statuette de Pazuzu. C'est encore l'histoire est différente dans le film que dans la réalité. Puis voilà. Mais comme je vous avais déjà expliqué, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises. Tout est intention à partir du moment où vous possédez statuettes, n'importe quoi. Si par exemple vous avez une statuette chez vous, par exemple, on va prendre le cas ici de Pazuzu puisqu'on en parle. Si pour vous c'est juste une statuette et que ça ne représente rien, bah, ça ne représente rien. À partir du moment où vous allez implorer un démon ou quoi, alors là, c'est encore différent. Et c'est ça le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, euh, les gens, et ça a toujours été mais encore plus aujourd'hui, parce que on va vers une évolution et en même temps une régression. Parce que c'est comme si vous avez un crucifix chez vous et que vous ne croyez pas en Dieu. Vous avez un crucifix parce que bah, vous trouvez ça joli et que vous avez ça chez vous. Mais si vous n'y croyez pas, c'est juste là pour garnir, entendons-nous bien. Eh bien, c'est pareil pour le reste. Que ce soit n'importe quoi. Que ce soit... En plus,
tout ce qui est démonologie et ange, archange, etc., c'est relié à la religion. C'est pas relié à autre chose. On parle toujours, nous, de d'entités à haute vibration ou à basse vibration, etc. On en revient à la force des intentions. C'est ça, exactement, c'est de la déco. C'est comme quand vous avez par exemple, vous avez une petite statuette de Bouddha. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec mon mari de ça, quand on parlait des dieux, etc. Quand vous avez une statuette de Bouddha chez vous avec une plante, c'est pas pour ça que vous êtes bouddhiste. Vous l'avez parce que vous trouvez ça joli. C'est aussi simple que cela. Eh ben, c'est pareil pour tout le restant. Moi, j'ai des licornes dans mon bureau et j'ai des dragons. Mais c'est pas pour ça que j'en élève, hein. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais bon. C'est ça qui est important de comprendre. Et on en revient donc à la force de l'intention, et c'est à voir ce qui a été dit, ce qui a été fait. Cet enfant, il était traumatisé par une mort, la mort de sa tante, et d'un choc violent, quelqu'un de psychologiquement fragile peut développer des problèmes psychiatriques violents, tout simplement. Et du coup, bah, l'exorcisme ne sert à rien forcément, ne sauve pas la personne et ne l'aide pas du tout. Bah, depuis le temps qu'on le répète, ceux qui ne le comprennent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Enfin, moi, je trouvais intéressant d'en parler, justement, pour mettre le doigt, pas sur l'histoire, hein. Bon, tu n'élèves pas de cordes, dommage, non. Euh, pour mettre le doigt sur quelque chose d'important, dans le sens que, comme le disait Caro, tout revient de toute façon avec la force de l'intention. Je racontais à mon mari tout à l'heure, petit aparté, je regardais une vidéo, ne me demandez pas c'était quoi, je ne m'en souviens pas du contenu de la vidéo, mais je me souviens du contenu des commentaires de cette vidéo. J'ai halluciné, mais alors quand je vous dis j'ai halluciné, Caro, j'ai halluciné parce que euh, il y avait des commentaires bienveillants et normaux, etc. Ça devait être une vidéo reliée aux religions, un truc comme ça, parce que ça parlait de Dieu. Et il y en avait un qui disait, oui, les catholiques, ils ont un Dieu, les islams, ils ont un Dieu, les dieux ne sont pas pareils. Mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? Le Dieu reste un Dieu, et puis c'est tout quoi. Et c'était rentré dans un débat de haine. Oui, tu sais pas ce que tu racontes, va lire ceci, va lire cela. Oh là là. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Junior est libéré. Oui, il n'y a que le nom qui change. Mais, mais je te jure, Caro, que les gens, ils sont barrés. Ils sont barrés. D'ailleurs, je voulais vous dire, pour ceux qui scrollent sur Internet, hein, n'importe où, faites attention, il y a une secte qui sévit, qui s'appelle les Illuminati 666 d'Afrique. Faites attention, peut-être pas pour vous, hein, parce que vous êtes adulte, mais pour les enfants, les adolescents, etc. Parce qu'ils mettent leur numéro de téléphone par WhatsApp, donc c'est possible de les contacter de n'importe quel pays, hein. Ils prônent lumière, blablabli, bienveillance, etc. Mais il faut vraiment faire attention à ça. Je veux voir la lumière du jour. Encore un qui avait tout compris. Tant pis pour lui. Et qui ça?
Donc faites attention à ça. Nous, on a été plusieurs à essayer de signaler ce truc-là. C'est pas pris en compte nulle part, hein. Donc on a laissé tomber. Euh, mais il faut, c'est surtout pour les jeunes. Ah, le type de commentaire, ouais. Des brouteurs de lumière, c'est ça. C'est ça. Mais ils font des lives, hein, sur plusieurs plateformes. Donc voilà, soyez vraiment méfiants. Peut-être pas pour vous, parce que je vous dis, vous êtes bien dans votre tête, donc il n'y a pas de souci. Mais pour un ado perdu, euh, je bois d'abord mon café. Donc voilà, faut faire attention. Ça devient de pire en pire. Vraiment, vraiment. Alors, l'histoire suivante s'appelle le château de Ouska, dit le portail vers l'enfer. Ce château se trouve à 50 kilomètres au nord de Prague, en République tchèque. Et c'est une grande bâtisse de pierre qui se dresse au sommet d'une colline boisée. Il est situé dans une région reculée, sans intérêt stratégique. Aucune route commerciale ne passe à proximité de ce château. Et pendant des années, il est resté inoccupé. Il y a une légende qui existe concernant ce château, et elle raconte qu'il ne soit cette légende raconte qu'avant qu'il ne soit construit, eh bien, c'était un trou qui s'ouvrait dans la roche et qu'il était si profond qu'il n'avait pas de fond. Donc, toutes les nuits, il y avait soi-disant des créatures maléfiques qui s'en échappaient. Et les mureurs, oh là là, les rumeurs couraient qu'il menait tout droit aux enfers. C'est une légende, hein. Les légendes qui entourent le site sont très vieilles, plus vieilles que le château. Il y a des preuves archéologiques qui existent d'une présence celte dans l'Antiquité et de tribus slaves au VIe siècle. Au IXe siècle, une petite forteresse de bois surplombait déjà la colline là, qui était mentionnée comme Valak dans sa vaste chronique tchèque publiée en 1541. Dans son ouvrage, il est fait état d'une légende. C'est l'histoire d'une fissure en haut d'une falaise de calcaire, un trou incroyablement profond, qui est le théâtre de terribles apparitions. Les habitants de la région l'appelaient le trou de l'enfer, et ils évitaient donc de s'en approcher, bien évidemment. Certains prétendent qu'il avait été creusé par le diable, d'autres que ce sont des alchimistes qui l'avaient percé. Mais tous s'accordaient pour dire qu'à la nuit tombée, il y avait des créatures maléfiques, mi-humaines et mi-bêtes. En jaillissant, elle allait massacrer le bétail et semer la terreur, et que tout danger d'être transporté par l'un de ces démons était présent. Atchoum Minou, oui, c'est Jim. C'est Jim qui a éternué. Ils avaient déjà essayé de combler le trou, dit-il, oui, mais les, les pierres tombaient au fond, mais on ne voyait jamais le fond, donc ça ne touchait jamais le fond. Tout ce qui jetait donc disparaissait dans le néant, sans résultat. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont décider de faire autre chose que ça, vu que ça ne fonctionne pas. Et un duc qui brûlait de découvrir les secrets de la mystérieuse porte des enfers
va proposer donc à un prisonnier d'aller explorer le puits et de lui faire un rapport de tout ce qu'il verrait en échange du plein pardon de toutes ses fautes, et l'homme va bien évidemment y consentir. Attaché à une solide corde, il va être descendu dans le puits, mais arrivé à une certaine distance, il va se mettre à hurler de la plus terrible des manières. Les hommes du duc vont le ramener immédiatement à la surface et ils vont constater que l'homme avait vieilli de 30 ans. Son visage, qui était lisse, était devenu couvert de rides et ses cheveux étaient devenus blancs. Plus abominable encore, un prisonnier qui avait perdu l'esprit va mourir 2 jours plus tard sans avoir pu expliquer ce qui l'avait effrayé. Il avait été tout près de ce trou. Certains affirment que cette expérience fut répétée à plusieurs reprises avec le même résultat chaque fois. Quand on parlait, quand on parlait de terre creuse, etc., ben, vous savez, vous avez même des endroits où dans l'eau, il y a des genres de trous qui sont sans fin, hein. C'est exactement la même chose, hein. Mais ça, on avait parlé de puits énergétiques, etc. Je pense, moi, que ça fait partie dans des puits, un des puits énergétiques dans la Terre, et puis c'est tout. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'entre 1260 et 1280, il y a un château qui va être construit au sommet donc, de cette colline. Ça a été probablement fait sous les ordres de Ottokar II de Bohême. La faille va donc être recouverte d'une épaisse plaque de pierre et une chapelle va être bâtie juste au-dessus afin de sceller cette porte. La chapelle était consacrée à l'archange Michel, chef des armées de Dieu, dans la lutte contre les hordes diaboliques. Vous savez comment ça fonctionne. Il y a des fresques donc, qui vont remonter plus ou moins du début du XIVe siècle, qui ornent toujours au jour d'aujourd'hui l'édifice. Ces scènes-là vont montrer des crucifixions de la vie de Saint Christophe, de l'archange Michel, terrassant le dragon, on parlait de dragon tout à l'heure, symbole du mal, et aussi des armées de jugement dernier avec des épées, des balances, plein de choses de ce style. Et sur une des parois, il y a aussi une silhouette, le haut de corps d'une femme et le bas de corps d'un cheval qui tient un arc dans sa main droite et sa main gauche. Elle tire une flèche sur une silhouette humaine. Non seulement il est très rare de trouver une représentation d'un centaure, une créature de la mythologie païenne, mais cette représentation d'un archer gaucher est la seule qui est connue. Donc ils ne comprennent pas pourquoi, parce qu'au Moyen Âge, le gaucher était associé aux personnes qui étaient venues de Satan. C'est comme c'est comme les roues. Les roues, c'était aussi des êtres du diable à ces époques-là, hein. Tout ce qui n'était pas conforme à tout un chacun était considéré comme étant satanique, hein. Et les historiens pensent que cette image-là est liée aux histoires de créatures mi-humaines, mi-animales qui sortaient des ports des enfers. Donc c'est vraiment étrange qu'ils aient mis ça en plus dans une église, hein, qui est représentée comme étant la religion qu'ils étaient mettre un centaure. C'est assez équivoque. Le château ressemblait à un château comme les autres, mais en fait il n'en était rien.
Il n'avait pas été construit pour protéger les occupants d'un éventuel danger, mais pour garder quelque chose prisonnier. Et certains détails vont bien évidemment le trahir parce que la plupart de ces structures qui sont défensives ne sont pas tournées vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, justement, euh, l'intérieur donc de la cour, d'où partait aucun escalier, mais qui était surplombé d'un chemin de ronde. Vous savez, c'est quoi les chemins de ronde? On en voit dans tous les châteaux. Sa façade présentait de nombreuses fenêtres, mais la plupart d'entre elles étaient fausses. Et c'était de solides murs qui se dressaient derrière les vitres. Il n'y avait pas de fortification, il n'y avait pas d'eau ni de cuisine. La fosse avait été juste scellée, mais les rumeurs vont continuer quand même à persister et la nuit, ils disent qu'il y a des battements d'ailes, des raclements furieux qui s'élevaient de la fosse, le bruit des créatures qui essayent de remonter donc à la surface et ils vont même dire qu'il y a des silhouettes fantomatiques qui déambulent dans les couloirs vides de la sinistre bâtisse que personne ne voulait évidemment habiter. Ils avaient juste créé cela pour boucher le trou, en fait. Ils se sont dit, bah, on va colmater le trou, on va mettre un château au-dessus. Quoi de plus logique? On va mettre un château au-dessus et puis basta, ça va s'arrêter. Sauf que vous savez comme moi que les énergies ne s'arrêtent pas à ça, bien évidemment. Le château va se trouver ensuite aux mains d'un aristocrate, passant fréquemment d'un propriétaire, bien évidemment, à l'autre. Et c'est entre 1500, excusez-moi, 84 et 1590 qu'il va subir des modifications de type Renaissance, mais il va quand même rester un château gothique. Hein. Euh, Au XVIIe siècle, durant la guerre de 30 ans, eh bien, le château va être laissé complètement à l'abandon. Et comme il était vide, eh bien, le chef des brigands, Ronto, va s'y installer avec sa bande. Et donc, ce comte avait une réputation d'être un mage noir, un alchimiste. Il travaillait sur les élixirs de la vie éternelle et il aurait réalisé les plus sombres et les plus inavouables expériences dans le laboratoire qu'il avait aménagé quelque part dans cette forteresse. Ces hommes qui étaient laissés à la dérive terrifiaient, eux, les habitants des villages voisins. Il les tourmente, il les harcèle, et alors, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure. Il me gêne celui-là. Nos bonbons miel, ils sont tous collés. Hop, voilà. Et les gens du village, coucou Mephisto, comment vas-tu? N'en pouvaient plus. Et deux chasseurs, prêts à tout, même à mourir, vont se faufiler discrètement dans le château et ils vont tirer sur le comte à travers une fenêtre du hall d'entrée. Il va mourir sur le coup sans avoir trouvé la précieuse formule qui lui aurait sauvé la vie, puisqu'il cherchait à trouver la vie éternelle. Hein. Mais ce pauvre château va garder sa terrible réputation. L'histoire raconte que Ferdinand III avait surnommé Oushka le château maudit, et qu'à une certaine période, un roi ou un moine va même cacher un trésor dans ses murs. 200 ans plus tard, en 1836, lors d'une visite à pied de la région, un poète tchèque
va passer une nuit au château et il va être victime d'une abominable expérience qu'il va décrire dans une lettre à un de ses amis. Il prétendait être descendu dans la cour aux environs de 2 heures du matin et avoir remarqué un trou dans le sol dans un coin sombre. Il était alors descendu dans la fosse et il s'était retrouvé dans un avenir mécanique infernal où régnait l'horreur et le désespoir. L'air était saturé de soufre, c'est normal, et de poussière qui lui faisait mal aux poumons et qu'il avait énormément de mal à respirer. Il avait alors rencontré une fille qui lui avait semblé être un ange dans ce monde infernal. Il lui avait demandé où il se trouvait et elle avait répondu Prague. Il lui avait demandé en quelle année et elle lui avait répondu en 2006. C'est ça. Il espérait qu'elle plaisantait, mais il n'en était pas vraiment sûr. Alors, comme pour le lui prouver, elle avait montré des images en mouvement dans un petit cercueil. Elle lui prit la boîte qu'elle transportait sur le côté, elle a ouvert le couvercle et il a vu l'image d'Édouard. Puis, la vision a changé sur un véritable enfer brûlant. Terrifié, il s'était alors enfoui et il s'était perdu dans la ville. Il avait observé alors qu'il se promenait dans les hautes falaises de grès, des foules se pressaient dans des soufflets aux yeux du feu, des tas d'ordures, des barrières métalliques, des monstres squelettiques, des jolies maisons aux murs verts et blancs, des trous qui projetaient une lumière jaune surnaturelle. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est retrouvé dans la cour du château sans savoir que sans savoir si il avait rêvé ou ce qu'il avait vu était vraiment la vraie vérité. Et du coup, si ce qu'il avait vu, c'était un futur, comme le dit Caro, qui était improbable pour lui. C'était un endroit qui ressemblait à la description de ce qu'il va raconter et certains pensent que le poète, lui, il a fait une vision du futur, hein. D'autres croient qu'il a été transporté dans le temps, comme le dit Caro, et quelques-uns supposent qu'il s'est endormi et qu'il a rêvé. De toute façon, même s'il s'est endormi et qu'il a rêvé, rien ne nous dit qu'il n'a pas fait un voyage astral dans le futur. C'est tout à fait possible, hein. En 1897, le château fut acheté par une princesse, puis par un président en 1924 et pendant l'occupation de la Tchécoslovaquie de 1939 à 1945, eh bien, les SS vont s'installer dans ce château pour se livrer à des expériences inhumaines sur la population locale et sur les prisonniers de guerre. Alors, comme tout le monde connaissait l'intérêt des nazis pour l'occulte, des rumeurs vont commencer à courir qu'ils menaient des expériences interdimensionnelles dans les cachots. Et lors de leur départ forcé, quand l'armée allemande se retrouva obligée de reculer face à l'avancée des armées russes et américaines aussi, ils vont détruire tous les documents et toutes les preuves concernant leur activité. Donc personne ne sut jamais vraiment ce qu'ils y avaient fait. Par la suite, lors de travaux de rénovation, il y a eu des corps de soldats SS qui ont été exécutés et de nombreuses mines qui ont été retrouvées. Donc c'est quand même assez étrange. De nos jours encore, quelque chose de sombre semble hanter ce château, qui est maintenant ouvert au public.
D'une étrange manière, les oiseaux tombent morts en passant au-dessus de sa cour intérieure et une multitude de cadavres y sont régulièrement retrouvés. Le château a fait l'objet d'un certain nombre d'enquêtes. Il y a des équipes de télévision qui sont venues visiter, mais il continue à garder ses secrets. Il n'y a pas de description précise de ce qui est venu, de ce qui a été vu dans son voyage. Il a, il a vu en 2006, on pourrait vérifier ses dires. Hmm. Non, et tout ce qu'il a vu, c'est... en fait, il a vu des choses qui étaient chaotiques, mais, euh, mais rien de vraiment précis. Il a vu des guerres, des choses... les diables mécaniques, etc. Mais ça peut être, vous savez, les avions, les hélicoptères, les tanks, tout ça, ça n'existait pas à ce temps-là. Donc, on va savoir. On ne sait pas ce qu'il a vu vraiment. Oui, les voitures aussi. Tout ça, lui, pour lui, ce sont des monstres mécaniques. Mais en 2006, il y avait déjà des voitures depuis longtemps. Dans ces années-là, ça n'existait pas. Puis le soufre, je vous rappelle que quand on descend profondément dans la terre, le soufre est toujours présent. D'ailleurs, dans les volcans, il y a du soufre. Et puis, quand plus vous descendez profond dans la terre, plus il y a du soufre. Ça, c'est pas. Après, il a vu des maisons vertes et blanches, je pense. Euh, il a vu des grands bâtiments. Mais, euh, mais voilà, ça, même si on aurait la possibilité de le vérifier, d'où ces brûlures au poumon. Oui, bien sûr. Ouais, les immeubles, c'est ça. Bien sûr. Et puis même les simples maisons, hein, parce que les simples maisons enfin les maisons de briques comme on les connaît nous, euh, là maintenant, ça n'existait pas consolidé comme aujourd'hui. Donc il a peut-être vu aussi des cités avec, avec des maisons, des immeubles, etc. Mais c'était différent de ce que eux, ils connaissaient à cette époque-là. De toute façon, encore une fois, on a parlé, d'ailleurs on va en parler, hein, des principes de géométrie sacrée parce que on avait déjà vu ça dans le château en Italie. Parce que ce château-là, il reste quand même un château qui est sombre, qui semble hanté, qui est ouvert donc au public, comme je vous disais. Il y a des oiseaux qui tombent morts en passant au-dessus de la cour. Il y a des cadavres qui sont régulièrement trouvés. Et le château, lui, euh, il a eu plein d'enquêtes, d'équipes de télévision qui sont venues le visiter. Mais en fait, les secrets restent intacts. Depuis qu'ils ont posé les lourdes pierres au-dessus du fameux trou dit Porte des Enfers, ils n'ont jamais pu soulever ça. Et au jour d'aujourd'hui, le propriétaire actuel de ce château préfère ne pas y toucher parce qu'il a peur qu'il y ait des mines qui aient été oubliées, qui seraient en dessous. Cependant, d'après certains, eh bien, la faille ne serait pas à l'origine de toutes les manifestations. Le château aurait été construit selon les principes de géométrie sacrée, comme celui d'Italie, et il permettrait à ceux qui connaissent les secrets de la téléportation
ou de voyage dans le temps, de se déplacer. Ce serait aussi un lieu d'activité spirituelle. Et les visiteurs rapportent, eux, régulièrement des phénomènes dont ils ont été témoins. Ils parlent de baisse de température, de sentiments d'inconfort et de malaise, d'impression d'être épié, de bruit de pas, de bruit de coups, de chœurs de voix, de chauves-souris géantes, c'est normal, d'hommes, d'ombres d'hommes, sans aucun relief, de créatures ailées, difformes. Certains se plaignent également d'avoir été poussés, d'avoir été frappés. Les guides du château prétendent qu'un fantôme sans tête trébuche parfois dans la cour et que les ruisseaux de sang s'écoulent de son corps décapité. Personne n'aurait jamais réussi à découvrir son identité. Il y a aussi un moine fou qui entrait la chapelle et il porterait une robe de bure toute simple et il serait armé d'une hache. Parfois, il attaquerait les personnes qui sont dans le château. Euh, il y a aussi une créature qui a été vue et elle apparaît régulièrement dans une salle voûtée dont la peau est toujours humide. Il y a aussi une bête translucide qui ressemblerait à une expérience, un croisement entre un homme, une grenouille et un bulldog. Et elle se matérialiserait toujours dans la même pièce et son grognement pétrifie les personnes qui en sont témoins. Il y a des cliquetis d'oiseaux aussi, des grattements et des gémissements, des cris, des voix qui parlent en différentes langues qui résonnent sous la sourde dalle de pierre qui recouvre le puits. Une silhouette sombre, celle d'un homme, erre au premier étage dans une salle où les nazis menaient leurs expériences. Au troisième étage, il y a une femme blonde dans une robe blanche qui se ferait parfois remarquer et qui déambule dans les couloirs ou regarde par les fenêtres. Personne ne sait qui elle est et elle semble tout à fait normale. C'est une entité du château. Dans la cave, qui est surnommée le bureau de Satan, il y a un trône orné de cornes et d'un triton qui attend son maître. Un prêtre sans visage à la robe noire aurait pu aussi être observé alors qu'il se matérialisait près de ce trône et il aurait ensuite monté les marches de l'escalier pour aller au rez-de-chaussée avant de disparaître. Il y a aussi un gros cheval noir sans tête qui se matérialiserait parfois devant les portes du château. Il se mettrait à courir vers l'entrée, puis il sauterait dans les airs et se volatilise. Je ne veux pas finir comme ça dans la cave. L'histoire la plus troublante qui est évoquée dans ce château concerne une chaîne humaine. À plusieurs reprises, les visiteurs auraient vu apparaître des centaines de personnes enchaînées ensemble. Elles présenteraient toutes d'horribles blessures, certains portaient même leur tête ou d'autres parties de leur corps dans leurs bras. Et elles seraient suivies par un gros chien noir qui les tourmente et les morde cruellement. Puis brusquement, il y a un éclair lumineux qui illumine la scène et on entend un rire, ça retentit dans tous les airs et la chaîne et le chien noir disparaissent comme ils sont venus. Cette description de l'enfer pourrait prêter quand même à rire, mais de nombreux visiteurs ont rapporté en avoir été témoins et certaines observations auraient duré
plusieurs minutes. Donc, ça n'est pas, vous savez, c'est pas le temps d'un clignement d'œil. Ça se passe, ça dure quelques minutes, et puis il y a un éclair, il y a un rire, ça disparaît. Allez savoir s'il n'y a pas des gens qui ont été torturés dans ce château. Il y a eu il a été plusieurs fois investi par des personnes qui n'étaient pas nécessairement très recommandables, et aller savoir ce qu'ils ont fait à des gens lambda. Il y a aussi une autre anecdote qui concerne le propriétaire des lieux. Le châtelain, et quelques-uns de ses amis prenaient un apéritif au troisième étage quand son verre va commencer à se déplacer sur la table. Il va se soulever dans les airs et il va redescendre doucement, se poser sur la table. Il va glisser jusqu'au centre et puis il va s'immobiliser. Tout le groupe va être témoin de cette histoire, et une présence particulièrement inquiétante aurait été observée dans le pavillon de chasse. C'est pas très avenant en photo. Euh, c'est une nuit, il se trouvait dans une chambre. Cette dame, elle s'appelait Zena, je pense, un truc comme ça. C'est un nom un peu spécial, c'est un nom scandinave. Se trouvait dans une chambre avec son mari, et elle va entendre, ainsi que lui-même, quelque chose de lourd frapper le plancher près d'eux. Donc Zetna va se retourner et elle va apercevoir deux silhouettes sombres dans les escaliers. Ces silhouettes n'avaient pas de caractéristiques précises, mais elle va entendre l'une d'elles murmurer quelque chose à propos de tuer quelques jeunes filles. Peut-être quelqu'un aura-t-il le courage ou l'inconscience de soulever les lourdes dalles qui scellent la faille. En attendant, on est obligé de juste se raccorder aux ouïdiers. Alors, tu me disais, moi je veux bien aller voir après les photos, hein, si tu veux. Attends. C'est vrai que j'avais pas fait de recherche de photos, rien du tout concernant ça. Euh, hum, hum, hum. Attendez, parce que mon truc là, il n'a pas fait ce que je lui demandais. Copier, tac, coller, voilà. Alors, image. Je vous ouvre ça de suite. Attendez. Voilà. Voilà. Alors, ah oui, mais là on tombe sur Wikipédia. Si j'ouvre, attendez, je vais vous l'agrandir. Tac, voilà, comme ça vous voyez plus grand. Ça, c'est le château. Ça, c'est l'intérieur de la cour et le fameux trou avec la dalle. Vous avez aussi le fameux trou représenté avec le château qui est mis à côté, mais le château vient au-dessus. Regardez, ça c'est le trou, le fameux trou qui est en dessous du château. On voit hein, que c'est un portail. Il y a Elisabeth Glassini, oui, de Caligny, qui est quelqu'un de très très bien. Elle doit avoir mis une vidéo. Je vais peut-être vous la mettre. Ça a été mis sur Numéra TV. Si vous voulez l'écouter, je veux bien vous la mettre. Tac. Dans le Discord. Attendez, je cherche le Discord. Je vais la mettre dans les documentaires ou oui, je vais la mettre là, film et documentaires. Et si vous voulez aller l'écouter,
Vous verrez qu'elle raconte toujours très bien les choses aussi, si ça vous intéresse. Voilà. Ça, c'est à l'étage, la cour supérieure. Et ça, c'est vu de loin, hein. C'est joli, hein, n'empêche. Les forêts et tout autour. Et ça, ce sont quand les gens ils vont visiter des salles. Voilà. Il y a énormément de photos, hein. Énormément. Là encore. En plus, vous pouvez remarquer, hein, il n'est pas très, très droit. Et s'il a suivi des géométries sacrées, ce n'est pas pour rien, hein. Voilà. Ça, c'est vu de près. Je dirais pas passer la nuit pour autant. Hum, Ici aussi, il est vraiment mis contre les montagnes, hein. Après, ça a été nettoyé apparemment parce que là, il est contre des montagnes. Il a, vous voyez, il est vraiment au-dessus du trou. On le voit vraiment, hein. Voilà. Voilà, voilà.